2023 maintenant. On va voir les toutes premières estimations concernant donc le second tour des élections régionales. On est ici évidemment mobilisés. À Paris également avec nos envoyés spéciaux. Dror Even Sapir qui est là, Léa Berdugo qui est toujours avec nous également. Puis on accueille Denis Charbit, bonsoir. Bonsoir. Professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël pour commenter donc dans quelques instants ces premiers résultats, premières tendances, deuxième tour des régionales. Et puis Olivier Lerner que l'on retrouvera en direct du siège des Républicains à Paris, là où Nicolas Sarkozy doit s'exprimer. On aura peut-être ce soir, ce qui n'avait pas été le cas la semaine dernière, une déclaration au Parti socialiste. Et puis, évidemment, réaction de Marine Le Pen attendue. Alors, on revient avec vous, Léa, d'abord sur la participation, puisqu'on a des chiffres ce soir qui montrent très clairement qu'il y a une très forte mobilisation. Exactement. Et traditionnellement, une très forte mobilisation et très forte participation joue très rarement en faveur du Front National. On avait les chiffres à 17h, heure de Paris. Plus de 50% de participation contre 43% la semaine dernière. Certains sondages donnaient même jusqu'à près de 60% de participation à la fin de la journée. Car l'épouvantail du Front National a été agité dans cette entre-deux tours. Les électeurs ont peut-être entendu cet appel de nombreux hommes politiques à faire barrage au Front National. On verra dans quelques minutes si cela a été le cas. Alors, on n'a pas évidemment les toutes premières tendances, c'est très minuté pour ce qui est de la France, mais un premier mot déjà là-dessus. Qu'est-ce que ça dit justement, ça, cette mobilisation? Pourquoi est-ce que les électeurs attendent justement, peut-être d'être au pied du mur parfois? Il y a besoin de ça, c'est très français comme comportement, Denis Charbit? Oui, on l'a vu en 2002 et on le revoit encore aujourd'hui. Je crois que là, c'est là où le poids du passé joue un rôle énorme. C'est-à-dire, il y a quand même dans la tradition française le sentiment d'avoir laissé faire, d'avoir laissé à Pétain les pleins pouvoirs. Eh bien, c'est une chose qui ne peut pas se reproduire. Et ça se traduit par, je dirais, une sorte d'indifférence politique, parce que la politique, c'est très individuel. On y va, on n'y va pas. Le droit de vote est un droit, n'est pas une obligation. Mais quand on agite effectivement la crainte qu'un parti qui a des racines dans une tradition française très problématique, très anti-républicaine et très antidémocratique, pour pas dire même antisémite, alors effectivement, il y a un sursaut républicain et c'est celui qui s'est manifesté. On l'a vu ces derniers jours, des bureaux, la procuration par exemple, que des gens utilisent parfois dans certaines circonstances. Là, les gens, dit-on, se sont précipités parce que je dirais que c'est aussi ce qu'on appelle l'après-coup en psychologie, c'est-à-dire que personne ne se pardonnerait si il y avait victoire. C'est-à-dire que quelqu'un qui aura voté pourra dire ok, elle a gagné des régions, mais au moins j'ai voté dans la région, je me suis battu, j'ai accompli mon devoir. Et je crois que c'est ce sentiment-là que le droit de vote c'est un droit, mais que dans certaines circonstances, il est peut-être un devoir. Alors, on va avoir dans quelques secondes maintenant les toutes premières estimations qui seront données depuis Paris. Dror Even Sapir, on va les commenter avec vous d'ailleurs, parce que ça commence à tomber. Ça donne un score qui n'est plus celui de la semaine dernière. Non, effectivement, mais je pense qu'on peut le dire. Maintenant, il est 20h heure française, et d'après les premières estimations, le Front National échoue à obtenir la présidence d'une région. Et donc, on parle des trois régions dans lesquelles il était peut-être en passe de l'emporter. Le Grand Est. On est en train de voir les premières estimations qui s'affichent justement pendant que vous nous les donniez, Dror Even Sapir. Donc, on voit que le Front National, qui était en position de gagner dans peut-être trois régions au moins, notamment Nord-Pas-de-Calais et l'Est, et région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a échoué. C'est la droite qui l'emporte dans ces régions, Dror. C'est la droite qui l'emporte dans ces régions. Dans deux de ces régions, la gauche s'était retirée. Donc, la droite était bien évidemment en pole position et elle l'a emporté sans trop de difficultés, parce qu'effectivement, on l'a dit, Denis Charbit et Léa Berdugo l'ont rappelé, le taux élevé de participation à ces élections a joué en faveur de ce que l'on appelle, en tout cas dans ces deux régions, le Front républicain. Avec bien évidemment le revers de la médaille qui est de donner un argument supplémentaire au Front National. Regardez, c'est à nouveau le système UMPS, même si l'UMP a changé de nom entre-temps et est devenu les Républicains. La droite et la droite traditionnelle et la gauche traditionnelle qui s'arrangent pour faire barrage au Front National. Mais ce qu'on a peut-être on n'a peut-être pas assez souligné au cours du premier tour la semaine dernière, pendant le premier tour, sur cette réalité
et à savoir le rejet du Front National dans des proportions importantes de la population. Tous les sondages montrent que 60% des Français ne veulent pas voir le Front National accéder au pouvoir, que ce soit au niveau local, régional ou au niveau, a fortiori peut-être au niveau national. Il y a donc là un plafond de verre qu'on pourrait estimer à environ 40% de l'électorat qui pourrait dans certaines conditions apporter son soutien au Front National et à ses candidats, mais au-delà, eh bien, et les résultats d'aujourd'hui le prouvent, eh bien, la chose est de plus en plus ardue pour l'extrême droite, pour le Front National. Alors Léa Berdugo, si on peut détailler, on a vu s'afficher tout cela à l'écran, mais on va le détailler avec vous, c'est donc effectivement dans ces régions où le FN pensait pouvoir l'emporter, il y a eu un retournement ce soir spectaculaire. Exactement, conséquence du Front républicain, un échec pour le Front National, notamment en Nord-Pas-de-Calais, Picardie, où Xavier Bertrand, candidat pour les Républicains, eh bien, obtient 57% des voix contre 42% pour Marine Le Pen. Même chose en PACA, où Christian Estrosi arrive en tête avec 53% des voix. Alors dans le Grand Est, on annonçait une victoire de Florian Philippot jusqu'au dernier moment. Eh bien, ce n'est pas le cas. Monsieur Richer pour les Républicains arrive à 46%, derrière donc Florian Philippot à 36% et Jean-Pierre Masseret qui s'était donc maintenu en troisième position. Dans le Languedoc, eh bien, les socialistes remportent la région avec Madame Delga en première position à 45%. Alors, Denis Charbit, bon, on verra aussi après ce que ça donne en termes de rapport droite-gauche, mais quand même ce soir, l'enseignement c'est quoi? C'est que le Front National, dans un scrutin de type majoritaire à 2 tours, ne peut pas gagner, c'est-à-dire y compris la présidentielle qui arrive en 2017 pour laquelle on dit que Marine Le Pen sera la favorite, il ne peut pas gagner aujourd'hui, ou il pourrait peut-être gagner en 2017? Non, on parle effectivement, il y a quelque chose quand même qui a changé, c'est que nous avons aujourd'hui affaire à une France tripartite. Le tripartite, ça existait à l'époque après 45, mais c'était la gauche, le centre et la droite. Et là, ça s'est déplacé. On a eu pendant très longtemps 2 partis, et là, nous avons la gauche, le centre et la droite, et l'extrême droite. Et bien entendu il y a finalement, on peut le dire, plus de choses qui associent, qui unissent autour de la République, autour des valeurs démocratiques, autour de liberté, égalité, fraternité, la gauche et la droite, plus qu'elles ne sont divisées. Et même si Nicolas Sarkozy a décidé de ne pas faire alliance avec le Parti socialiste, parce qu'il a compté sur quoi? Il a compté sur la discipline républicaine des Français. Je crois que c'est un jour heureux, c'est un jour important. Une victoire pour lui ce soir, vous pensez? Une victoire pour Sarkozy? Je crois que c'est une victoire pour la République. C'est une victoire pour la République. Je crois que personne ne devrait aujourd'hui tirer la couverture à soi, ni le PS, ni la droite. C'est la preuve. Je dirais que c'est une victoire. La palme, il faut la donner aux Français. Il faut la donner aux Français qui se sont mobilisés, qui ont compris l'enjeu, qui n'était pas simplement symbolique. Parce qu'il faut mettre les choses au point. Avoir 8 mairies ou avoir 2 députés, ça n'a strictement aucun poids politique. Avoir une présidence de région, c'est énorme. C'est énorme. Et ça, je crois qu'on a vraiment bien compris que ce n'était pas la même chose que perdre Béziers ou perdre Cavaillon ou perdre une ou 2 autres villes où là on pouvait dire que c'était des victoires symboliques. Là c'était pas des victoires symboliques, c'était des victoires substantielles. Il y a une dizaine de régions et 1 ou 2 régions auraient pu tomber dans l'escarcelle du Front National, c'était énorme. Cela veut dire donc pour les présidentielles, ça a quand même une signification. Pourquoi? Parce que c'est vrai que la présidentielle finalement c'est la seule élection en quelque sorte proportionnelle dans la mesure où au premier tour tout le monde remporte les voix qu'il peut avoir sur l'ensemble du territoire. Et là, il n'est pas impossible, en tout cas en vertu du premier tour que nous avons eu, même si c'était qu'avec 50% d'électeurs, il n'est pas impossible qu'on ait Marine Le Pen au second tour. Et donc, cela veut dire qu'il aura un candidat soit sortant, soit François Hollande ou soit Nicolas Sarkozy, si Sarkozy est le candidat de la droite, qui ne sera pas présent au second tour. Et c'est la différence avec 2002. 2002, c'était une surprise. Personne n'avait prévu. Là, il faut quand même tenir compte du fait qu'il n'est pas exclu que Marine Le Pen soit présente au second tour, même s'il est clair qu'elle ne remportera pas la victoire quand on voit ce front républicain s'organiser comme il s'est fait, malgré que Nicolas Sarkozy n'en ait pas voulu officiellement. Sans consigne de vote. Voilà. Deuxième leçon peut-être importante, c'est quand même le fait que, attention,
la victoire de Marine Le Pen au premier tour, c'est pas simplement les immigrés, les réfugiés ou le terrorisme. C'est aussi la détresse sociale, la détresse économique. Et là, cela exige des partis qui seront présents de ces régions-là de prendre effectivement le taureau par les cornes. Je crois que là, c'est un vrai enseignement. On ne peut pas se contenter d'explications superficielles. Un parti qui fait près de 30% des suffrages, c'est pas un parti que l'on peut négliger, même s'il est toujours utile et efficace, qu'il n'est pas les rênes du pouvoir entre les mains. Alors on voit justement les images d'Hénin-Beaumont où Marine Le Pen va prendre la parole dans un instant. Pour l'instant, c'est son adversaire victorieux, Xavier Bertrand, qui s'exprime devant d'ailleurs les militants du FN, ce qui est assez cocasse. Droit Reven Sapir. Oui, je voulais juste réagir à ce qu'a dit Denis Charby tout à l'heure, qui a parlé de grands jours pour la République et pour les Français qu'il faut féliciter de ce sursaut républicain. Alors oui, peut-être qu'on peut s'en réjouir, mais en tout cas dans les deux régions sur lesquelles les projecteurs se sont braqués ce soir, on a affaire à un vote de rejet, un vote par défaut, pas un vote d'adhésion. Et ça, c'est quand même une chose dont il faut tenir compte, qu'il y a un gros tiers, si vous voulez, de l'électorat en France, eh bien, qui se sent tout à fait hors système, et des électeurs qui expriment un rejet des forces politiques traditionnelles, ces forces politiques traditionnelles qui vont continuer bien évidemment à se maintenir au pouvoir, avec des alternances qui ne se feront pas vraiment sentir dans le quotidien des gens, et avec encore une fois le discours du Front National qui sera conforté, puisque ce discours, il consiste à dire: nous sommes les seuls à proposer une alternative face à une droite et à une gauche qui mènent la même politique en quelque sorte. Alors je voudrais qu'on aille d'abord à Paris retrouver notre correspondant Olivier Lerner qui se trouve au siège des Républicains. Et dès que Marine Le Pen évidemment intervient, on l'écoutera, on l'entendra. Olivier Lerner, donc depuis le siège des Républicains à Paris, j'ai l'impression, voilà, l'image a l'air de se stabiliser. Atmosphère plus joviale que la semaine dernière, Olivier, on dirait, hein. Ah oui, ça a tangué, ça a explosé de joie. Certains militants ont entonné la Marseillaise. Un ouf de soulagement pour les 400 à 500 militants qui sont là. On attend d'une minute à l'autre Nicolas Sarkozy qui devrait s'exprimer donc assez tôt, et c'est le signe qu'effectivement la soirée s'annonce plutôt douce, plutôt belle pour les Républicains. Tout le monde avait les yeux braqués ici sur les 3 régions stars de cette élection régionale, le Nord, le Sud et l'Est. Eh bien, c'est carton plein pour les Républicains qui battent à plat de couture, en tout cas dans le Nord et sur la Côte d'Azur, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les Le Pen. Le parti de Marine Le Pen montre encore une fois qu'il est fort au premier tour, qu'il est peut-être trop fort parce qu'il fait peur, et au deuxième tour, eh bien, il s'écroule, il n'est pas là, il ne brise pas ce fameux plafond de verre qui ne lui permet pas de remporter aujourd'hui encore une élection majeure. Merci Olivier, beaucoup d'agitation autour de vous. On vient vous voir évidemment dès que Sarkozy prend la parole. Récapitulatif, Léa Berdugo, des résultats, parce que pour l'instant on a encore l'incertitude d'Île-de-France qui n'est pas tombée, mais on a les principaux résultats déjà. Ainsi que 2 autres régions, donc on a l'incertitude sur 3 régions. Il s'agit de l'Île-de-France, la Normandie et le centre Val-de-Loire, mais l'on sait pour l'instant que 5 régions vont à la droite. Alors c'est loin de cette vague bleue qu'on a annoncée. Maintenant reste les 3 régions incertaines pour l'instant. 3 régions qui vont à la gauche, et la Corse qui est remportée par le nationaliste Gilles Simeoni pour l'instant. Donc on verra dans les prochaines minutes quels seront les résultats. Et je voudrais aussi qu'on se concentre également sur les compétences des régions, parce qu'on a beaucoup parlé de ça par rapport au Front National, et peut-être que ce serait un tremplin pour le parti de Marine Le Pen en vue des prochaines présidentielles. Alors les régions, à quoi ça sert ? Eh bien, il y a plusieurs attributs, notamment, elles sont en charge du développement économique et de l'innovation. Elles ont aussi de nombreux budgets qui viennent de la part de l'Union européenne, notamment pour la modernisation de l'action publique et l'action publique territoriale. Autre aspect dont s'occupent les régions, et c'est un aspect fondamental, il s'agit de la formation professionnelle, l'apprentissage et l'alternance. On a parlé des lycées, également les transports qui sont gérés par la région, et autre chose, également les budgets pour certaines associations. On avait entendu notamment Marion Maréchal Le Pen qui menaçait de couper les budgets pour le planning familial, car elle n'était pas contre l'avortement, mais elle ne voulait pas que l'argent de l'État aille vers ce genre d'association. Donc il y a tout de même un pouvoir pour un parti à la tête de la région.
Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Denis Charbit. Les électeurs ont pris conscience peut-être que donner ce pouvoir-là au Front National pouvait comporter peut-être des risques, et donc il y a eu cette mobilisation. Tout à fait. Je pense que les Français ont compris que cette élection, qui était une élection d'un nouveau type, il n'y avait pas d'élection régionale dans le passé, il y en avait d'autres, cantonales, municipales, donc mais ils ont bien compris l'enjeu, c'est-à-dire que c'était pas simplement une victoire pour faire les titres des journaux, mais que c'était là effectivement quelque chose qui aurait une importance, une efficacité, et à cet égard ils ont réagi avec une maturité. Mais encore une fois, je pense qu'il faut se réjouir, on peut se réjouir, c'est très bien. En même temps, je pense que l'avertissement a été donné. Il faut effectivement pouvoir parler à ces couches populaires. J'ai des témoins qui m'ont fait part du fait que ce qui les animait, c'était pas forcément le racisme, c'était pas forcément, encore moins l'antisémitisme, c'était même pas le terrorisme qui a frappé Paris il y a quelques semaines. C'était effectivement la crise économique, l'absence de ne pas d'être coupé des élites, de ne plus être entendu par les élites. Donc c'est vrai que il faut que cela soit l'occasion pour les partis politiques de gauche comme de droite d'un aggiornamento politique, c'est-à-dire d'être plus près des problèmes, d'être à l'écoute des problèmes des citoyens, parce que après tout, c'est un parti qui faisait dans les années 80 15%, qui en fait 30 aujourd'hui, qui demain pourrait devenir aussi 40. Bien que c'est vrai que ce scrutin-là montre effectivement que le Front National ne sert en quelque sorte que il est un petit peu comme le Parti communiste, c'est-à-dire un parti extrême, un parti de protestation, tribunicien, comme on dit effectivement en sciences politiques, mais qui n'a pas vocation à participer au pouvoir. C'est vrai que c'était ça le pari de Marine Le Pen, et c'est en ça qu'elle a mis en œuvre cette stratégie de dédiabolisation. Elle y a réussi partiellement. Elle a réussi une chose, il est incontestable. Elle a réussi à faire que ce parti ne soit pas, pour prendre un autre mot de notre jargon, ce qu'on appelle en anglais one single issue party, c'est-à-dire le parti d'une seule cause, la cause des immigrés, la cause des étrangers. Non, elle a effectivement un programme économique, on peut le contester, mais elle a su élargir, elle a su s'organiser comme un parti qui doit avoir des positions sur tous les sujets, y compris en politique étrangère, et néanmoins, elle est repoussée sur les marges. Là, à la différence de son père, elle voulait le pouvoir. Son père n'y pensait pas, n'en rêvait pas. Elle pouvait l'obtenir, elle pourrait l'obtenir, mais effectivement, je dirais que, et je crois que c'est ça le vrai avertissement. Quelque part, ce que l'on dit à Marine Le Pen, vous n'en avez pas fait assez. Ce que vous appelez une stratégie de dédiabolisation, ce n'est pas encore suffisant. Il faut aller plus loin encore si vous voulez effectivement occuper le terrain de l'extrême droite, mais avec un discours qui rompt définitivement avec les racines politiques et idéologiques de cette tendance-là. En gros, là, le passé du Front National la rattrape. Elle est encore une fois piégée par ce passé-là, dont elle ne sait pas encore totalement émancipée. Quand elle dit, je prends un exemple, quand elle disait à propos des derniers propos de nauséabonds de son père, c'est une faute politique, c'était la preuve qu'elle n'a pas encore franchi le Rubicon. C'est pas une faute politique, c'est une faute morale, c'est une faute scandaleuse. Dire politique, ça veut dire qu'il n'aurait pas dû le dire, que c'était pas le bon moment, que ça la gêne. L'aggiornamento du Front National, peut-être qu'ils le feront. Je ne peux pas prédire quelles seront les évolutions de son parti. C'est vrai qu'elle a essayé d'élargir sa clientèle, sa base sociale, y compris même sa base idéologique. Cela n'est pas suffisant. Pour les Français, il y a quand même encore cette ombre de Vichy, de l'Algérie française, de Maurras, de l'Action française, tout ça, des intégristes, tout ça pèse encore sur son parti. C'est pas qu'on ne peut pas noter des différences et des distinctions avec ce que faisait son père, clairement, mais cela n'est pas encore suffisant. Et je crois que ça pèsera encore sur elle encore longtemps. On verra quelle stratégie. Est-ce qu'elle va se replier sur, finalement, je reste sur mon précaré de mes militants, de ma tradition politique, ou bien va-t-elle faire encore plus, comme l'avaient fait, par exemple, des leaders de la Ligue du Nord en Italie, qui avaient rompu avec le passé fasciste, exactement, le passé fasciste, en disant, voilà, c'est comme ça que l'on pourra être entendu des électeurs. Et sur ce point-là du passé qui ne passe pas, en quelque sorte, dans une grande partie de l'électorat français qui, encore une fois, rejette par principe le Front National, il ne faut pas oublier qu'une grande partie de l'électorat frontiste aujourd'hui est un électorat jeune, pour qui cette mémoire historique a sans doute moins d'importance que pour les autres générations. Donc là, il y a un potentiel encore de progression pour le Front National, dont, encore une fois, les partis politiques
traditionnelle devrait se méfier. Alors, première réaction justement du Front National, pas encore celle de Marine Le Pen, on l'a vu, le pupitre est vide, mais Léa Berdugo, du papa. Oui, non, une réaction socialiste de Jean-Marie Le Guen qui salue le sursaut républicain aujourd'hui et qui dit voilà, que les Français ont voté massivement. Alors lui, il souligne le rassemblement de la gauche. Alors on va écouter Marine Le Pen, cette fois, et pas Le Guen, et on va écouter sa première réaction. Elle a le sourire, on va voir la teneur de son discours, on en parle juste après avec vous ici en studio. Marine Le Pen depuis Hénin-Beaumont. Mes chers compatriotes, en ce soir du second tour des élections régionales, je tiens à exprimer ma gratitude à toutes les Françaises et tous les Français, plus de 6 millions, qui ont apporté leur suffrage dès le premier tour aux listes nationales, et tous ceux, plusieurs centaines de milliers supplémentaires, qui nous ont rejoints par leur vote ce dimanche. Je vous félicite, mesdames, messieurs, électeurs patriotes, courageux et déterminés, d'avoir su refuser les intimidations, l'infantilisation et les manipulations. Cet entre-deux tours a vu le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale en poste, possédés par leurs emportements, y tenir des propos d'une irresponsabilité inquiétante qui conduisent à s'interroger sur les dérives et les dangers d'un régime à l'agonie. Merci et bravo, chers amis, de vous être affranchis de mots d'ordre indécents, des campagnes de calomnie et de diffamation décidées dans les palais dorés de la République et exécutées servilement par ceux qui vivent de ce système et souvent y prospèrent sur le dos des Français face à tous les partis politiques, tous, sans exception. Nous le savons, c'est le prix à payer pour l'émancipation d'un peuple. Un fraternel merci à tous les militants nationaux qui ont permis par leur dévouement superbe, par leur courageuse énergie et par leur intelligence ce formidable succès. Le premier résultat concret a été obtenu dès le premier tour en provoquant par l'ampleur de notre score l'éradication totale dans Sébastien du Nord et du Sud-Est d'un parti socialiste local particulièrement malfaisant. Par rapport à la dernière élection régionale, en 2010, nos listes passent de 9,17% à 30% des voix en ce second tour, soit 5 ans plus tard. Confirmant, comme l'avaient déjà démontré les élections européennes et départementales, la montée inexorable, élection après élection, du courant national, dépassant même, dans une élection locale, le nombre de suffrages réunis à l'élection présidentielle de 2012. En triplant le nombre de nos conseillers régionaux élus, le Front National sera désormais la première force d'opposition dans la plupart des conseils régionaux de France. Une opposition constructive, mais aussi exigeante, parce que non connivante. Une opposition imaginative, parce que libre de tout groupe d'intérêt. Une opposition plus proche de vous, parce qu'elle est d'abord issue du peuple, et que vous aurez des élus, mes chers compatriotes, qui vous ressemblent réellement. Politiquement, cette élection constitue une formidable et bienfaisante clarification. Elle a mis au grand jour le mensonge fondamental sur lequel repose depuis des décennies tout le système politique français. Les désistements mutuels, notamment dans notre région comme en Provence-Alpes-Côte d'Azur, ont révélé sans aucune ambiguïté possible les liens jusqu'ici occultes de ceux qui disent s'opposer mais en réalité vous trompent, se partagent le pouvoir pour en jouir sans jamais résoudre vos problèmes, pire, en conduisant mandat après mandat le pays à la submersion et au chaos. Vous comprenez mieux aujourd'hui la raison des fausses alternances et de ce sentiment unanimement partagé d'absence de changement malgré les changements de majorité. Le premier tour pouvait donner l'impression d'un tripartisme. L'entre-deux tours a démontré que nous sommes bel et bien entrés dans un bipartisme. Un bipartisme entre deux conceptions exclusives l'une de l'autre qui va désormais structurer notre vie politique. Maintenant, le clivage sépare non plus gauche et droite, mais mondialistes et patriotes. Les mondialistes, militant pour la dilution de la France et de son peuple dans un grand magma mondial, les patriotes qui croient que la nation constitue l'espace le plus protecteur pour les Français, c'est-à-dire pour chacun d'entre vous.
Cette distinction sera le grand enjeu, le grand choix politique des présidentielles. Chacun d'entre vous sera appelé à se positionner politiquement et ce sera pour notre pays un choix vital. Dans cet engagement pour nos libertés individuelles et collectives dont nous avons pu mesurer récemment dans l'épreuve combien elles nous sont précieuses, dans ce combat pour notre identité de Français et notre identité d'authentiques Européens, dans cette belle et grande aventure humaine au service de la France éternelle et fraternelle, je vous invite à nous rejoindre. Dans les semaines qui viennent, dans tout le pays se constitueront des comités bleu marine. Ils auront vocation à vous accueillir, à rassembler tous les Français de toutes origines qui veulent participer avec nous à l'œuvre de redressement de notre chère patrie. Rejoignez-les, ensemble, rien ne pourra nous arrêter. Vive la République française, vive la nation, vive la France! Voilà donc pour cette première réaction de Marine Le Pen en direct d'Hénin-Beaumont. On va la commenter dans un instant. On va vous remontrer les premiers résultats dont nous disposons concernant d'abord la région PACA. C'était l'un des points forts de cette soirée. Et donc la défaite de Marion Maréchal Le Pen qui était pourtant largement en tête au premier tour. C'est Christian Estrosi, le député maire de Nice pour les Républicains, qui l'emporte 53%, 46% donc pour Marion Maréchal Le Pen. Voilà donc le premier exemple donc de ces régions où le FN était largement en tête et pouvait l'emporter, où il a été battu. Nord-Pas-de-Calais, Picardie maintenant, là aussi Marine Le Pen qu'on vient de voir à l'instant, 42%, défaite plus nette encore face à Xavier Bertrand, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, qui a eu des mots très durs d'ailleurs envers Sarkozy, on va en parler dans un instant là aussi, qui l'emporte 57% face à 42%. Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, là aussi le Front National était bien placé, mais Louis Alliot s'incline face à Carole Delga, c'est la gauche là qui l'emporte, c'est un autre cas de figure car la droite avait décidé de se maintenir. Et finalement, Dominique Régnier, pour les Républicains, termine 3e. Mais donc, là aussi, le Front National échoue dans cette région. On a également d'autres types de schémas. Là aussi, on avait 3 représentants. Et c'est très serré. Là aussi, Léa Berdugo, dans cette région, Bourgogne-Franche-Comté. Exactement. L'incertitude persiste pour le moment. On ne sait pas qui a remporté cette région. Incertitude également en Île-de-France, en Normandie et dans le centre Val-de-Loire. Nous n'avons pas de résultats pour l'instant. Ça viendra forcément dans les minutes qui viennent. Alors on avait également l'Auvergne à vous montrer. Auvergne-Rhône-Alpes dans un instant. Mais Manuel Valls, qui n'était pas le cas la semaine dernière, vous voyez qu'il y a du changement. Manuel Valls s'exprime depuis Matignon. Qui n'obtient ce soir aucune région. Les majorités élues dans le Nord-Pas-de-Calais, Picardie, en Provence, Alpes-Côte d'Azur, en Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine, ont un devoir. Là, comme partout ailleurs, cet élan très digne est une injonction à en finir avec les petits jeux politiciens, les invectives, les sectarismes. Les responsables politiques de tous bords, tous, doivent pouvoir, quand c'est nécessaire, construire ensemble. La mobilisation d'aujourd'hui a aussi permis à la gauche et aux écologistes, rassemblés lors de ce second tour, de l'emporter dans plusieurs des 12 régions de l'Hexagone à l'heure où je vous parle. Mais ce soir, aucun soulagement, aucun triomphalisme, aucun message de victoire. Le danger de l'extrême droite n'est pas écarté, loin de là. Je n'oublie pas les résultats du premier tour et des élections passées. Et je mesure la responsabilité qui est la mienne, la nôtre, celle de mon gouvernement sous l'autorité du président de la République. Tout cela nous oblige à entendre davantage les Français, à agir sans relâche, plus vite, pour obtenir plus de résultats. L'emploi, la formation des chômeurs, l'apprentissage pour nos jeunes doivent mobiliser plus que jamais toute notre énergie. À celles et ceux qui ont choisi de faire barrage à l'extrême droite, mais aussi à celles et ceux qui n'ont pas voté, car ils n'y croient plus, nous devons apporter la preuve que la politique ne reprend pas comme avant, montrer que nous sommes capables, en particulier à gauche,
de redonner envie de voter pour, plutôt que de voter uniquement contre. Alors, une seule ligne de conduite pour rassembler les Français, la République. La République qui protège, garantit la sécurité de tous, qui se montre intraitable face à la menace terroriste, au djihadisme, à l'islamisme radical, et qui affirme la laïcité comme socle commun, un socle qu'on ne peut pas remettre en cause. La République qui donne sa chance à chacun en investissant massivement dans son école et qui n'abandonne personne, ni dans les quartiers populaires, ni dans les territoires ruraux. La France, dans les moments de vérité, s'est toujours puisée au cœur de ses valeurs. Le patriotisme qui renaît, cette réconciliation autour de ce que nous sommes, c'est-à-dire la fraternité, l'apaisement, le rassemblement des Français, quelle que soit leur origine, il faut l'entretenir. Le patriotisme, c'est la fierté de la France, de cette nation libre, de ce peuple qui parle au monde. C'est la fierté de la France, de ses armées, de ses services de sécurité. La fierté d'organiser aussi à Paris, sous l'impulsion du chef de l'État, la COP21 et d'atteindre un accord contre le réchauffement climatique pour sauver notre planète. La fierté de notre culture, de notre langue, de nos services publics, de notre recherche, de nos entreprises, de nos salariés, de notre jeunesse. Et ce patriotisme, cette fierté d'être français, c'est ce qui a guidé votre choix, celui de conforter la République. Car dans un tel moment qui exige détermination et hauteur de vue, la République, comme elle l'a toujours été, est la seule et la plus forte des réponses. Vive la République, vive la France. Voilà, déclaration très courte, très sobre de Manuel Valls, Denis Charbitte, qui semblait répondre d'ailleurs à Marine Le Pen. Dans le message, justement, il a entendu on ne doit plus voter contre, mais on doit voter pour maintenant. Ouais. Et je dirais qu'il y a deux éléments essentiels que j'ai retenus de ce discours. Tout d'abord, effectivement, l'idée de pas de triomphalisme, c'est-à-dire que ça a quand même été un avertissement, ça a quand même été une leçon. Dire que le Front National risque demain, etc., je crois que les Français se rendent compte, mais attention, parce qu'ils peuvent s'endormir sur ses lauriers. C'est-à-dire qu'effectivement, le danger du fascisme n'est pas aussi grand. C'est-à-dire qu'on peut se mobiliser contre. Mais ce que j'ai noté quand même, c'est quand même une inflexion dans le discours, c'est le discours autour du patriotisme. Le patriotisme, alors, qui n'est pas le même lorsqu'il se décline à l'extrême droite, lorsqu'il se décline à gauche ou à droite. C'est vrai que de ce point de vue-là, Marine Le Pen était assez habile lorsqu'elle a dit il n'y a pas 3 partis en France, il y en a 2, parce qu'il y a les Républicains et ceux qui le sont à peu près. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à la fin, vive la République française, dit Marine Le Pen, et elle le dit systématiquement, je l'ai remarqué, là où traditionnellement on dit vive la République. Elle dit vive la République, vive la nation. Non. Elle a dit vive la nation. Oui, mais vive la République française, c'est jamais la République tout vive seul. La nation, et Valls a eu à peu près la même formule, sauf qui n'a pas employé dans ces derniers termes le terme de vive la nation, mais ça, en général, c'est vive la République, vive la France. Ouais. C'est ça, rappelez-vous des discours de De Gaulle, c'est comme ça. Elle ajoute la République française, mais néanmoins, et c'est là la victoire finalement du Front National sur le plan du discours, le débat tourne autour du patriotisme. Alors c'est vrai que les attentats du mois de janvier et du mois de novembre ont remis en avant cette dimension du patriotisme. Patriotisme, pas au sens chauvin du terme, mais en ce sens, c'est vrai qu'il y a 2 France. Et en ce sens, on n'est pas très éloigné du climat de Dreyfus, etc., ou de Vichy. C'est-à-dire, il y a la France qui assume son histoire, et je dirais que par rapport à effectivement le sentiment qu'on a eu que le mot patriote, on ne peut pas l'employer parce qu'il est trop connoté à droite, là il y a à l'extrême droite, il y a une tentative de le récupérer, mais en l'intégrant dans effectivement une tradition républicaine, dans une tradition d'ouverture, et là je dirais que de ce point de vue-là, c'est un vrai clivage idéologique. Alors justement, mais à ceci près, et là c'est une remarque importante, que l'inflexion idéologique ou l'inflexion dans le discours de Marine Le Pen plutôt ces dernières années, ce fameux travail de dédiabolisation, il s'est fait autour de ces thèmes de la République, de la patrie, de la laïcité de la nation au sens français, au sens nation civique, parce que le discours de Le Pen, c'est pas le discours de Marine Le Pen, en tout cas. Je parle de discours et pas d'idéologie. C'est pas un discours à la Maurras. C'est un discours elle est influencée par Florian Philippot. Florian Philippot qui a fait ses premiers pas politiques
avec un certain Jean-Pierre Chevènement. Et c'est Jean-Pierre Chevènement qui avait tenté de revitaliser ce discours très patriote républicain qui aujourd'hui revient un petit peu à la mode et peut-être qu'aujourd'hui les Français de droite comme de gauche le réapproprient après le drame qui s'est produit il y a exactement un mois dans les rues de Paris et de Saint-Denis. Mais le succès du Front National est lié aussi au fait que Le Pen a adopté un discours, en tout cas, qui était proche de la conception traditionnelle de la nation française et pas de la conception, je dirais, défendue par l'extrême droite classique. Alors, je vous coupe, Dror, Denis et Léa, on revient dans un instant. Nicolas Sarkozy est en train de s'exprimer à Paris. Doivent rester les nôtres dans l'avenir. Je veux souligner, s'agissant de l'unité et de l'union, qu'elles ne peuvent pas être de circonstance, mais traduire la volonté déterminée de tous les responsables de l'opposition d'avancer ensemble vers les prochaines échéances. Il nous faut maintenant prendre le temps de débattre au fond des choses, des grandes questions qui angoissent les Français, qui attendent de nous des réponses fortes, précises et qui nous engagent. Je pense à l'Europe, à la politique économique, au chômage de masse, à notre sécurité, à la façon dont est organisée l'éducation de nos enfants, à l'affirmation de notre identité. Ce serait une grave erreur de passer, comme trop souvent, d'une élection à une autre, comme si les Français ne nous avaient rien dit. Ces débats approfondis seront notre priorité pour les mois qui viennent. Les Français doivent être convaincus que nous aurons les réponses à la hauteur des enjeux. C'est une exigence de responsabilité qui nous engage tous. L'heure est plus que jamais au travail collectif au service de la France. Notre devoir et notre responsabilité, c'est de lui donner le meilleur de nous-mêmes. Je consacrerai à cette tâche indispensable toute mon énergie. Bien sûr, mes félicitations iront à tous ceux des nôtres qui auront désormais la responsabilité de diriger une région. À l'heure où je vous parle, nous ne savons pas exactement leur nombre, mais qu'ils sachent que nous sommes fiers de la campagne qu'ils ont engagée et des résultats qu'ils ont su rassembler sur leur nom. Mes chers compatriotes, vive la République et vive la France. Donc voilà, vive la République, vive la France, hein, cette fois, Denis Charbit. Juste avant de revenir sur ce qu'a dit Sarkozy et puis également Marine Le Pen, Emmanuel Valls tout à l'heure, Léa Berdugo, les conséquences que tout cela va avoir, parce que c'est pour la droite en tout cas qu'elles seront le plus importantes, notamment pour l'élection peut-être de Sarkozy, la candidature de Sarkozy à l'élection présidentielle. Exactement, on l'a entendu, Nicolas Sarkozy a délivré un message à la France tout entière, mais il a également délivré un message à sa famille politique. Il a exprimé la volonté des responsables de l'opposition d'avancer ensemble. Autrement dit, ça suffit les critiques. On a entendu un vrai chef de parti des Républicains aujourd'hui s'exprimer avec en ligne de mire, on va pas se mentir, les primaires pour la prochaine présidentielle de 2017 et des critiques qui ont été extrêmement nourries de la part de ses opposants, que cela soit Alain Juppé ou Bruno Le Maire ou encore François Fillon, qui ont tous les deux, Alain Juppé et François Fillon, réclamé un débat sur la ligne politique du parti. On le sait, les deux qui sont opposés à la ligne droitière de Nicolas Sarkozy et des thèmes identitaires qu'il a mis sur le tapis depuis son élection en 2000, la dernière élection présidentielle qu'il a remportée en 2007. Et donc, du coup, il a mis en avant cette stratégie idéologique. Pour le coup, il est critiqué là-dessus par nombre de ses opposants aujourd'hui. Alors, Denis Charbit, justement, c'est vrai qu'il y a eu des critiques très, très vives contre Sarkozy, par exemple, de candidats la semaine dernière, par exemple celle de Xavier Bertrand. Vous pensez qu'il sort affaibli ou pas? Parce que c'est une victoire quand même pour les Républicains ce soir. Il remporte plusieurs régions, son parti remporte plusieurs régions. Est-ce qu'il sort aujourd'hui comme légitime pour 2017 ou pas? Ou c'est trop tôt?
Je crois que c'est trop tôt. Je pense que vraiment l'enjeu ici, c'est ni une victoire de François Hollande, c'est pas une victoire de Nicolas Sarkozy, c'est une victoire du Front républicain. Il en sort peut-être plus renforcé politiquement parlant, puisque la gauche s'est désistée, ce que la droite n'a pas fait. Mais globalement, je crois pas. C'était pas un vote de cette nature. On n'a pas voté ni pour Hollande ni pour Sarkozy. On a voté contre le Front National. Et je crois que de ce point de vue-là, je suis plus sensible à la lecture qu'en a fait Manuel Valls en disant il nous faut travailler, il nous faut entendre cette détresse-là. Et ce sera pas facile. C'est une rude affaire. Je pense que Marine Le Pen tient encore son électorat. Mais en tout cas, c'est vrai que par rapport, je dirais, à ce cauchemar pour beaucoup de Français qui consiste à être un pays frappé par le terrorisme et de surcroît avec un Front National en hausse, je crois que au moins cette menace-là a été écartée. Elle n'a pas été éliminée. Encore une fois, je pense que pour les présidentielles, les choses ne sont pas encore gagnées, même si l'issue du second tour ne me semble pas ne fait pas de doute. Néanmoins, c'est clair que il y a une capacité de Marine Le Pen d'incarner un autre discours, une autre politique, là où les autres partis, précisément parce qu'ils font alternance, précisément parce que le politique a moins de capacité aujourd'hui de faire entendre sa voix par rapport à l'économique, par rapport au social, etc. C'est vrai que les problèmes restent entiers. Voilà, de ce point de vue-là, il n'y a pas de... On peut être ravi pour ce soir, ravi pour en se disant que les Français ne cèdent pas, ne succombent pas à cette tentation pour répondre au terrorisme, pour répondre au chômage, à la démagogie du Front National. Néanmoins, il y a quand même, et c'est pas aujourd'hui seulement qu'on le dit, mais il y a un vrai déficit démocratique. Il y a près de 30, allez, peut-être un peu moins si on prend en considération ce second tour, mais il y a quand même énormément de Français qui ne se sentent plus représentés, sont en fait exclus non pas de la représentation, mais de l'exécutif politique, et ça pose un problème. Comment on les attire de nouveau vers la gauche ou vers la droite, c'est un vrai défi, et là-dessus, je pense que Marine Le Pen peut encore être satisfaite de son score, de son résultat. Elle n'a pas fait une progression spectaculaire d'un tour à l'autre, mais néanmoins, d'élection en élection, elle arrive à chaque fois à progresser un peu plus. En écoutant Nicolas Sarkozy, j'ai essayé de me projeter dans le scénario des élections présidentielles de 2017 avec une Marine Le Pen au second tour. C'est un cas de figure tout à fait possible, voire selon certains experts probable, Marine Le Pen au second tour. Et si elle a en face d'elle Nicolas Sarkozy, avec donc le discours qui est le sien et qui est, comme l'a dit Léa tout à l'heure, contesté par ses concurrents au sein du parti des Républicains, on sait à quel point Nicolas Sarkozy est un personnage, on pourrait dire, presque détesté par une bonne partie de l'électorat de gauche. Est-ce que ce même électorat de gauche va vouloir rejouer le scénario de 2002, Jacques Chirac contre Jean-Marie Le Pen? Et Jacques Chirac avait, il n'était pas le candidat de cœur, si vous voulez, de l'électorat de gauche qui voulait faire barrage au Front National, mais il provoquait nettement moins d'antagonisme dans une grande partie de l'électorat de gauche que risque d'en provoquer Nicolas Sarkozy. Et là, un éventuel second tour, on en est encore loin en 2017, mais tout de même, un éventuel second tour Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy, eh bien, je ne suis pas en train de dire que Marine Le Pen est aux portes de l'Élysée, mais on pourrait avoir peut-être des surprises. Ouais. Léa Berdugo, on va remontrer les résultats dans les principales régions pour refaire un point après donc 40 minutes depuis la divulgation des toutes premières tendances. Alsace, donc la région de l'Est où il y avait là aussi cette triangulaire, puisque le socialiste Masseray, qui était désormais sans étiquette, avait choisi de se maintenir. Eh bien, Philippot pour le FN, qui était arrivé en tête, a été battu assez largement par Philippe Richert pour les Républicains. Là aussi, le maintien de Masseray finalement n'a pas gêné Léa Berdugo la victoire finalement de la droite. Exactement, puisqu'on l'a dit un peu plus tôt, eh bien, une partie de l'électorat de Jean-Pierre Masseray préférait le vote utile, donc le vote à droite. Seuls les électeurs du Front de gauche et certains écologistes votaient encore pour Monsieur Masseray, tandis que la plupart des voix se sont reportées vers le candidat de droite pour faire barrage au Front National et pour voter utile. On l'a vu dans plusieurs régions. Voilà, ce qui veut dire donc Denis Charbit que désormais il n'y a pas besoin
besoin de consignes, finalement. Les électeurs se déterminent d'eux-mêmes dans ce type de situation. En tout cas, c'est nouveau. C'est nouveau. On pensait qu'il fallait... dirais que par rapport à cette tradition politique, comme quoi on attend le communiqué du parti perdant en faveur de l'autre parti vainqueur, finalement, on n'en a pas besoin. Sarkozy, de ce point de vue-là, a bien joué. Il a bien joué en n'ayant même pas le souci, je dirais, de la parité, en disant puisqu'ils sont retirés dans 2 régions, retirons-nous nous aussi de 2 régions. C'est un risque politique qu'il a pris là, parce qu'on aurait pu lui reprocher si le Front National avait gagné ce soir. Vous avez fait élire le Front National, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas, et donc de ce point de vue-là, il s'en sort bien mieux. Il y aura beaucoup plus de représentants du Parti des Républicains, mais encore une fois, je pense que les risques restent encore effectivement sur la table. Je veux dire, je pense que personne ne néglige cette force montante que constitue le Front National, même s'il est effectivement rassurant de se dire que dans une consultation comme celle-là, la discipline républicaine l'a emporté sur l'aventurisme et je dirais le symbole d'être la région ou l'une des 2 régions qui serait tombée dans l'escarcelle du Front National. Alors on a vu dans le discours de Manuel Valls, ça aussi c'est quelque chose d'assez nouveau, mais c'est lié évidemment au contexte, qu'il a été énormément question de djihadisme, encore une fois, d'islamisme radical, de laïcité. Ça aussi, ça montre à quel point c'est devenu un enjeu central. Bien sûr, et puis on a beaucoup reproché à une certaine gauche d'être un peu trop timoré dans l'usage de certains termes. Et là, on a un Manuel Valls qui manifestement appelle un chat et parle d'islamisme radical. C'est pas un discours qu'on entend dans d'autres partis de la gauche française. Quand Manuel Valls parle de lutte contre l'islamisme radical et parle, comme on l'a dit tout à l'heure, de patriotisme et de la fierté d'être français, il est plutôt crédible dans ce rôle-là, parce qu'il a toujours été celui au sein de la gauche française et plus particulièrement du Parti socialiste qui a insisté sur les valeurs républicaines, sur la défense de la sécurité, etc. C'est ce qu'il a amené à Matignon. Il faut le rappeler. Donc peut-être que ce discours va être aussi celui avec lequel le Parti socialiste va affronter les prochaines échéances électorales. Alors, on écoute une nouvelle réaction, celle d'Alain Juppé, rival de Sarkozy au sein des Républicains. Le premier tour a mis en évidence la défiance d'un grand nombre de nos concitoyens envers les partis qui gouvernent ou qui ont gouverné la France, dont le premier tour a mis en évidence la défiance d'un grand nombre de nos concitoyens envers les partis qui gouvernent ou qui ont gouverné la France. Nous avons tous un devoir de lucidité. Prenons garde aux mauvaises réponses. Ne nous lançons pas dans un débat vain pour savoir si notre positionnement était trop à droite ou pas assez, trop au centre ou pas assez. Ne tombons pas dans des querelles partisanes, prenons du recul. Notre priorité doit être de préparer les bonnes réponses aux véritables attentes des Français. Pour ma part, je veux m'adresser à tous les Français. Et mon premier message, c'est d'affirmer ma détermination à changer radicalement de cap. François Hollande et ses gouvernements ont échoué et la sanction la plus rude de cet échec, c'est évidemment la montée inexorable du chômage, ce cancer qui mine notre société. Il faut donc à la France une autre politique économique, une autre politique fiscale, une autre politique pénale et de sécurité, une autre politique de santé, une autre politique d'immigration, une autre politique d'éducation. Et c'est à cela que je veux m'attacher. Mais ça ne suffira pas, parce que les Français attendent plus. Ils veulent d'abord partager une vision de la France, de leur patrie, telle qu'ils l'aiment, et veulent la transmettre à leurs enfants. Et je leur dirai mon idée de la France. D'abord, ce que je ne veux pas pour mon pays. Je ne veux pas d'une France frileuse, apeurée, protectionniste, anti-européenne, au total une France repliée sur elle-même qui offrirait à notre jeunesse un véritable contresens sur ce que sera le monde de demain. Mon idée de la France, c'est une France moderne, compétitive, qui donne toutes ses chances à l'esprit d'entreprise et d'innovation des Français. Mon idée de la France est aussi une France forte, dans laquelle un État fort fait respecter la loi républicaine. Mon idée de la France, c'est une France fidèle à ses valeurs, à son histoire, à sa culture, c'est-à-dire une France fraternelle qui ne laisse aucun de ses enfants sur le bord de la route. Mon idée de la France, c'est une France de la confiance. Une France qui a confiance en elle-même, fière de ses capacités et qui fait confiance à tous ses talents et en particulier à sa jeunesse.
C'est cette France que je veux construire avec tous les Français. Vive la République et vive la France. Voilà, là, Juppé qui clairement se positionne lui aussi déjà pour 2017. Ça, c'est une évidence. C'est un discours présidentiel, ouais. là. Là, c'est un discours, on dirait, le débat à la veille du scrutin, en répétant la même chose. Mon projet, mon idée de la France. En plus, l'idée de la France, c'est très gaullien. Là, il est clairement déjà dans 2017 au-dessus des partis. Il n'évoque pas les partis des uns, les partis des autres. Là, il s'inscrit dans la continuité de Gaulle. En même temps, on trouve beaucoup de thèmes assez proches de ce que Valls a dit, la France fraternelle, la France fidèle à ses valeurs, à sa tradition, etc. L'innovation, l'économie, je veux dire, c'est un discours très rassembleur, au-dessus des partis. Là, il est clairement, voilà, il n'était pas concerné par les élections et ce qui l'intéresse, c'est déjà de gagner la. Gaulien, on pourrait dire. Très gaulien. Ouais. Alors, je voudrais qu'on aille à Paris de nouveau retrouver Olivier Lerner, qui est au siège des Républicains, justement. Olivier, d'abord, est-ce que vous avez des indications concernant la région Île-de-France? Parce que c'est une grosse incertitude encore à l'heure qu'il est. Est-ce que là où vous vous trouvez, on a des informations qui filtrent? Alors, il ne faut pas trop s'inquiéter, Jean-Charles. Comme au premier tour, les résultats pour ce qui concerne la région Île-de-France, la plus puissante de France, eh bien, il faudra attendre encore un petit peu, mais il n'y a rien d'anormal à ce que les résultats pour cette grande région, qui compte plus de 12 millions d'habitants, soient un petit peu plus tardifs que les autres. Ça, c'est normal. Alors, concernant maintenant le discours tout à l'heure de Sarkozy, on a bien vu qu'il avait soigneusement évité tout triomphalisme, même si la droite a enlevé plusieurs régions, et non des moindres, puisque notamment celle où il y avait les Le Pen en jeu. Oui, Nicolas Sarkozy est arrivé ici en superstar. Il a serré vraiment 2-3 mains, on peut dire ça comme ça, devant ses 400 à 500 militants quand même qui l'attendaient depuis 18 heures. Ils se sont montrés très patients, les militants de la première heure. Le discours de Nicolas Sarkozy, on peut le résumer vraiment en très peu de mots. Donc il a été vif, il a été sincère de son point de vue, bien sûr. Il a fait comprendre qu'il avait entendu la leçon du premier tour. On peut dire qu'il a eu chaud, Nicolas Sarkozy, durant ces 8 jours entre les deux tours. Et puis il promet donc des réunions de concertation, d'entente, entre tous les leaders du parti républicain aujourd'hui. Cela dit, je ne sais pas si vous avez remarqué, Jean-Charles, mais dans le discours d'Alain Juppé il y a quelques instants, Alain Juppé lui parle à la première personne. Il dit moi je, même en parlant de la région Aquitaine qu'il a perdue, puisque sa pouliche en quelque sorte, Virginie Calmels a été battue, et bien il prend ses responsabilités, Alain Juppé. Et on a eu l'impression qu'il avait écrit en fait son discours avant les résultats de ce soir. Autrement dit, dans les jours qui viennent, je peux vous dire qu'ici, donc rue de Vaugirard, siège des Républicains, il va y avoir de l'ambiance autour de la table, autour de Nicolas Sarkozy, d'Alain Juppé, de François Fillon, de Jean-Pierre Raffarin, qui, malgré tout, à travers le discours de Nicolas Sarkozy ce soir, peuvent nous faire imaginer, admettre qu'ils vont s'entendre, mais en fait, il n'en est rien. La bataille des leaders, des vieux dinosaures de la droite aujourd'hui va reprendre de plus belle dès demain matin. Merci Olivier Lerner, donc en direct de Paris. On vous retrouve un petit peu plus tard. Léa Berdugo, pour Île-de-France, c'est effectivement encore très serré. Exactement. On a une indication de la participation. Oui, 45,5% en Île-de-France, qui est nettement moindre par rapport à la participation au niveau national. Alors pour faire un bref récapitulatif, la gauche aurait gagné au moins 5 régions, peut-être 6, 5 à droite, et la Corse remportée par les nationalistes. Alors si on peut s'arrêter un tout petit peu sur le discours d'Alain Juppé, il a critiqué la politique économique de François Hollande. Il est donc déjà en campagne, mais ça peut être une interprétation par rapport donc à la politique du gouvernement. On a entendu de nombreuses critiques sur cette politique, avec un taux de chômage qui a dépassé les 10% en novembre dernier. Alors François Hollande a joué sur l'état de guerre. Nous sommes en guerre, a-t-il répété plusieurs fois, et sur un état de rassemblement dont fait preuve le Parti socialiste. Cependant, eh bien, il pourrait faire face à une critique nationale, donc pour ce scrutin, mais également pour la suite, car il faut rappeler bien que traditionnellement, lors des scrutins locaux, c'est plutôt l'opposition qui gagne. Oui, c'est vrai qu'on voit que pour la gauche ce soir quand même, et pour le gouvernement, il y a clairement une défaite électorale, même s'il sauve quelques régions. Il y a une défaite électorale, mais oui, on a tout de même l'impression que le PS sauve les meubles. C'est d'autant plus remarquable que on sait à quel point, dans les différents sondages d'opinion, le gouvernement, l'exécutif est discrédité. Il y a eu une très nette remontée dans les sondages
de la cote de popularité de François Hollande et dans une moindre mesure de Valls suite aux attentats d'il y a un mois. Mais les Français ont quand même fait la distinction entre cette situation exceptionnelle et leur comportement électoral. Mais lorsque si la gauche effectivement est en passe de maintenir, puisqu'elle avait quasiment toutes les régions jusqu'à maintenant, et là elle est en passe d'en remporter la moitié environ, eh bien, étant donné la mauvaise posture du PS et du gouvernement dans les sondages, on sait à quel point François Hollande était ou est encore un président impopulaire, eh bien, on a plutôt l'impression, encore une fois, que le PS sauve la face. Ouais. C'est un parti qui résiste bien. On s'attendrait quand même à un effondrement. Après tout, les attentats, même si on a apprécié le rôle qu'a joué François Hollande, en même temps, voilà, politiquement, on ne pensait pas que ça pouvait être suffisant. Et je trouve que, étant donné que sur 2 régions, ils ne se sont pas présentés, finalement, c'est un score relativement honorable. En tout cas, je pense que pour beaucoup de militants socialistes, c'était un record presque inespéré, puisqu'ils ne partaient pas vainqueurs. Donc, il faudra voir le score définitif, mais je crois que tous les sondages et toutes les observations laissaient entendre qu'ils seraient laminés loin derrière la droite. S'ils sont à part égale, c'est pas si mal que ça finalement. Et encore une fois, d'autant plus que sur 2 régions, ils se sont eux-mêmes disqualifiés. Donc ça reste finalement pas si mauvais que cela. Je pense que ça les surprend peut-être eux-mêmes, compte tenu effectivement de l'ambiance générale par rapport à la présence de François Hollande et au gouvernement successif de Manuel Valls. Ouais, d'ailleurs, on rappelle que dans les régions justement où la gauche n'a pas pu être présente au 2e tour, elle a choisi de se retirer, n'a pas voulu être présente. Il n'y aura pas de représentants du tout au sein dans les conseils régionaux. Ce qui va changer quand même un petit peu les choses, puisque du coup, c'est le Front National, comme l'a dit tout à l'heure Marine Le Pen, qui sera la seule force d'opposition à l'intérieur de ces conseils régionaux. C'est quand même c'est un changement politique important quand même. Ah oui, bien sûr. Quand la gauche décide de se désister en faveur de la droite pour faire barrage au Front National dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans la région Nord-Pas-de-Calais, Picardie, eh bien, elle prend le risque de ne plus avoir aucune représentation dans les conseils régionaux, de ne plus avoir de voix au conseil régional, donc de ne plus incarner l'opposition. Et là, effectivement, elle donne, et c'est le revers de la médaille de ce fameux front républicain, puisqu'elle donne au Front National le monopole, puisque le Front National a échoué, le monopole de l'opposition au sein des conseils régionaux. Et en termes... Pour tous les partis de gouvernement, il est crucial dans le système politique français d'avoir un maillon de représentants locaux et de cadres locaux. Et là, dans 2 régions clés, dans 2 régions importantes, eh bien, le PS, c'est en quelque sorte sabordé, puisqu'il aura bien évidemment des conseillers municipaux, des conseillers départementaux, mais pas de conseillers régionaux. Et ça, c'est lourd de conséquences pour l'avenir du PS et plus largement de la gauche. Il aurait fallu faire comme Masseret finalement, que la gauche se maintienne. On voit bien que ça n'a pas empêché le Front National d'être battu. Ça n'a pas empêché le Front National d'échouer dans le Grand Est. Oui, peut-être que cette stratégie du Front républicain est à revoir dans certains cas. Bon, c'était un risque... je pense qu'il a été bien pesé à l'état-major du Parti socialiste. Mais encore une fois, comme on vient de le dire, le fait que les socialistes ou la gauche plus largement est en mesure de garder peut-être une moitié plus ou moins des régions, eh bien peut-être que ça va relativiser sa disparition totale dans les conseils régionaux en région PACA et dans le Nord. Ouais. Là-dessus, vous pensez que c'est une erreur ou pas pour la gauche de s'être retirée comme elle l'a fait? Elle pourra toujours se servir de cet argument-là si au présidentiel, c'est le candidat de la gauche qui s'oppose à Marine Le Pen en disant « nous, on a été capable de se retirer ». Je pense que c'est une leçon de modestie. On prétend toujours être coupé, etc. Je crois que les socialistes n'ont pas oublié l'erreur politique qu'avait fait François Mitterrand lorsqu'il avait introduit la proportionnelle et favorisé l'élection du Front National. Elle n'a pas voulu courir ce risque une seconde fois. Elle n'a pas voulu porter la responsabilité. Que se serait-il passé s'ils avaient obtenu, en se maintenant au second tour, s'ils avaient obtenu sa région? Alors, on ne refait pas l'histoire 2 fois, on ne repasse pas les plats 2 fois, on ne sait pas ce qui se serait passé. Et on ne peut pas d'ailleurs se fier sur ce qui s'est passé à l'Est, parce que là, les scores étaient quand même un peu différents. Je pense que ça peut être tenu. C'est une décision qui fâche beaucoup les militants. C'est une décision qui fâche beaucoup les conseillers locaux, régionaux, etc. Mais je pense qu'à l'échelle nationale, cela montre
qu'un parti est capable, dans certains cas, de prendre une décision dont il est clair qu'elle va en payer le prix immédiat, mais pour une victoire. Finalement, d'une certaine manière, cette éviction-là a certainement favorisé le report de voix sur le candidat de la droite. Et à cet égard, je trouve qu'il y a quelque chose... C'est une vraie discipline républicaine, puisque c'est une discipline qui vous oblige à vous faire mal, en quelque sorte. D'autant plus que dans la région PACA, eh bien, l'un des arguments principaux justement de la campagne, dans la perspective du premier tour, l'un des arguments principaux de la campagne de la gauche et du PS, c'était Christian Estrosi, Marion Maréchal Le Pen, même combat, blanc bonnet, bonnet blanc. Et là, d'un tour à l'autre, il a fallu changer complètement de discours en disant ah non, attention, on se retire, il faut absolument voter Estrosi pour faire barrage au FN. Donc il a fallu faire un petit peu de l'équilibrisme du côté de la gauche et du PS dans cette région. Alors, d'autres réactions qui nous parviennent, Léa Berdugo, il y en a une notamment du premier secrétaire du Parti Socialiste. Exactement, qui s'est réjoui des résultats. Alors, il a déclaré que pour le PS, eh bien, c'était une victoire ce soir, malgré la victoire donc en demi-teinte. On en a parlé, même s'il ne s'agit pas d'un échec total. Et un message pour le gouvernement, nous ne pouvons plus continuer comme cela. Message directement adressé à l'exécutif. Alors on a entendu dans le discours de Manuel Valls un mot qui revenait souvent, c'était celui du rassemblement. Et ce second tour des élections régionales peut-être constituer un laboratoire pour le président de l'État François Hollande par rapport à l'alliance des différentes forces de gauche, que cela soit les écologistes, les socialistes, les communistes, les personnes du front de gauche. Donc, est-ce qu'il y aura vraiment une grande alliance de gauche pour les prochaines élections présidentielles? D'autant plus que, encore une fois, si le discours de Valls est celui qui va imprégner le discours du PS dans les prochaines échéances électorales, à savoir la patrie, une conception différente de la patrie que celle défendue par le Front National tout de même, mais la patrie, la lutte contre le danger djihadiste et contre l'islamisme radical, c'est pas le son de cloche qu'on entend du côté du Parti communiste, du côté des écologistes, pas du tout ce son de cloche, ou du côté du Parti de gauche. Là, il va falloir un petit peu trouver la quadrature du cercle, à moins que le PS ne décide de faire cavalier seul et de rompre avec ceux qui sont considérés en tout cas comme ses partenaires naturels. Je rappelle qu'on n'a pas les résultats pour la région Île-de-France. On aura peut-être une indication dans un instant à vous donner. La liste d'union de la gauche, présentée au second tour, est menée par Claude Barthelone. Eh bien, il y avait Clémentine Autain en haute position. Et Clémentine Autain, c'est une responsable de l'extrême gauche francilienne, très médiatisée en France et qui est donc partie à participer à un colloque récemment avec plusieurs intervenants, y compris un certain Tariq Ramadan. Donc là, entre Manuel Valls et Clémentine Autain, il y a peut-être un fossé. C'est pas la lutte contre l'islamisme radical affiché, effectivement. Un mot là-dessus, Denis Charbit. Oui, pour dire qu'il ne faut quand même pas oublier, c'était un petit peu, on prétend en tout cas que c'était voulu et souhaité par Hollande, le fait que la COP21 se soit tenue à la veille du scrutin des régionales, qu'il y ait eu un accord historique, a certainement incité des écologistes à reporter leur voix sur le candidat socialiste lorsqu'il y en avait un. Mais j'ajouterais également que la leçon que les socialistes vont faire entendre jour après jour jusqu'au présidentiel, c'est union au premier tour, parce que la présence au second tour n'est pas garantie. Et ça, je pense que toute personne de gauche l'entendra, même si, bien entendu, les états-majors des partis de gauche ou des écologistes voudront peut-être présenter leurs candidats. C'est en tout cas là-dessus que va jouer la pression du Parti socialiste sur ses candidats. Marine Le Pen a de fortes chances d'être présente au premier tour. Et là, c'est capital, puisque si on sait qu'au second tour, elle perd, alors vous imaginez l'importance de l'enjeu. Là, je pense que toutes les dissidences, qu'elles soient à droite ou qu'elles soient à gauche, elles me semblent... Il y aura un seul candidat de gauche pour la présidentielle. Si la gauche veut être présente au second tour, il ne faut pas qu'il y ait d'autres candidats. Tout à fait. Et même chose pour la droite. Je veux dire, plus il y aura de candidats... C'est ce que Mélenchon propose d'ailleurs à l'instant. Il a demandé un front populaire pour la gauche, à l'image de 1936. Donc, tout à fait. Et la démission de Manuel Valls.
Ah, ça, c'est l'autre partie de la question qui fâche peut-être ce soir. Vous avez une indication peut-être pour l'Île-de-France à nous donner, Léa Verdugo ? Premières estimations en Île-de-France qui basculerait à droite selon un institut de sondage. Valérie Pécresse recueillerait 44% des suffrages contre 41% pour Claude Barthelone et 14% pour Valrand de Saint-Just, le candidat du Front National. Donc un échec cuisant pour la gauche dans cette région. Alors ça, c'est une indication aussi, parce que là, on est dans un schéma totalement différent de Nord-Pas-de-Calais ou de PACA. Dire qu'on avait un Front National finalement assez faible, même s'il a fait un bon score, il a pu se maintenir. Mais là, c'est clairement le gouvernement qui est sanctionné. Denis Charby, oui, en Ile-de-France. Clairement, oui, surtout que Barthelone occupe des responsabilités à l'Assemblée nationale. Là, c'est clairement... on est dans un duel droite-gauche classique. Une fois, c'est la droite, une fois, c'est la gauche. Là, on est d'ailleurs dans une sorte de tradition politique, c'est-à-dire que quand un gouvernement est mal noté, il paye tout de suite les pots cassés dans les premières élections de ce type-là. C'est-à-dire, en gros, on ne vote pas pour qui est le meilleur président, on vote pour sanctionner le gouvernement. Et si le résultat se confirme, on aura là quelque chose qu'on a connu, je veux dire, Sarkozy a connu exactement le même type d'effet, c'était au cantonal à l'époque. Je veux dire, là, c'est un schéma assez classique. C'est aussi une région de l'Île-de-France dans laquelle le danger Front National était bien moindre que dans d'autres régions. Donc, à mon sens, et d'ailleurs, je pense que Léa l'a souligné tout à l'heure, le taux de participation en Île-de-France était plus bas que la moyenne nationale. Donc, peut-être que là, le gouvernement, effectivement, a pâti de son impopularité et ça a donc produit une certaine démobilisation dans l'électorat de gauche, ce qui explique, semble-t-il, la victoire assez nette de Valérie Pécresse. Voilà, en tout cas, c'est un résultat qui n'est pas encore officiel, mais qui semble se confirmer. Plusieurs sources différentes qui donnent donc 44 Pécresse, 41 ou 42 Barthelone. Il est précisément d'ailleurs 22h ici, 21h à Paris. On va refaire une synthèse des résultats, puisqu'on est encore en édition spéciale, évidemment, à propos de ce deuxième tour des élections régionales, pour vous remontrer déjà les principaux résultats dans les régions qui étaient très attendus dans ce second tour, où il y a eu donc une victoire assez nette quand même, de la droite face au Front National, notamment en Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine, où Florian Philippot, qui était arrivé en tête et où la gauche avait décidé de se maintenir, en tout cas son dissident Jean-Pierre Masseret, c'est Philippe Richert qui l'emporte pour les Républicains, 47%, 36% pour le FN, qui était pourtant largement en tête. On passe en Aquitaine maintenant, Limousin, Poitou-Charentes, où là, c'est la gauche qui parvient à se maintenir et à gagner cette région, mais là, il n'y avait pas de Front National qui était en tête. Virginie Calmels pour les Républicains qui échoue et qui perd donc cette bataille face aux socialistes. Auvergne-Rhône-Alpes, on vous remontre également là aussi victoire de Laurent Wauquiez pour les Républicains. Là aussi, le Front National était maintenu, mais il était en 3e position. C'était donc plutôt un duel droite-gauche. Et Jean-Jacques Kéran, ancien ministre socialiste, qui s'incline. C'est donc Laurent Wauquiez qui gagne cette région. Bourgogne-Franche-Comté, là aussi, c'était assez serré. Et finalement, d'une courte tête, Léa Verdugo, ce serait la gauche qui l'emporterait donc face aux Républicains. Exactement, ça faisait partie des incertains. On en a encore des régions qui sont incertaines. Alors pour l'instant, on est à 5 régions à gauche, peut-être 6, peut-être 5 régions pour la droite. La Corse, donc, qui est remportée par les nationalistes, et cette région Île-de-France qui donc irait vers la droite et Valérie Pécresse. Alors on va réécouter quelques réactions également. C'était tout à l'heure, vous l'avez entendu en direct, un extrait d'abord de la réaction de Marine Le Pen, la présidente du Front National, qui a été battue donc dans le Nord-Pas-de-Calais, Picardie, par Xavier Bertrand. On écoute Marine Le Pen. Le premier tour pouvait donner l'impression d'un tripartisme. L'entre-deux tours a démontré que nous sommes bel et bien entrés dans un bipartisme. Un bipartisme entre deux conceptions exclusives l'une de l'autre, qui va désormais structurer notre vie politique. Maintenant, le clivage sépare non plus gauche et droite, mais mondialistes et patriotes. Les mondialistes, militant pour la dilution de la France et de son peuple dans un grand magma mondial. Les patriotes, qui croient que la nation constitue l'espace le plus protecteur pour les Français, c'est-à-dire pour chacun d'entre vous. Voilà donc cette réaction de Marine Le Pen. Juste après, c'est Manuel Valls qui était resté silencieux. On le lui avait reproché d'ailleurs la semaine dernière lors du premier tour. Et bien là, il a parlé très vite depuis Matignon. On écoute le Premier ministre. Aucun soulagement, aucun triomphalisme, aucun message de victoire. Le danger de l'extrême droite n'est pas écarté. Loin de là. Je n'oublie pas les résultats du premier tour et des élections passées. Et je mesure la responsabilité qui est la mienne, la nôtre, celle de mon gouvernement,
sous l'autorité du président de la République. Tout cela nous oblige à entendre davantage les Français, à agir sans relâche, plus vite, pour obtenir plus de résultats. L'emploi, la formation des chômeurs, l'apprentissage pour nos jeunes doivent mobiliser plus que jamais toute notre énergie. Voilà donc Manuel Valls tout à l'heure à propos de ce score réalisé ce soir par la gauche et le gouvernement. On a parlé de cette alliance qui n'a pas été partout d'ailleurs, en Bretagne où le ministre Jean-Yves Le Drian, le ministre socialiste, s'est imposé. C'était sans l'union de la gauche, là aussi c'était un cas assez particulier. Et puis donc à l'instant, c'est en train de se confirmer. Voilà, on vous montre les chiffres de la Bretagne, victoire assez nette de Jean-Yves Le Drian, mais uniquement sous l'étiquette socialiste car il n'avait pas trouvé d'accord avec les écologistes et le front de gauche. Et donc, voilà, Jean-Yves Le Drian qui va maintenant dire, d'ailleurs, s'il reste au gouvernement ou s'il choisit de se consacrer à la région. Mais en tout cas, c'est lui qui s'impose très largement en Bretagne, qui est une terre de gauche, évidemment. Léa Verdugo, là où c'était très disputé, et on a maintenant, semble-t-il, confirmation, c'est l'Île-de-France. Oui, en tout cas, on a entendu des cris de joie au QG de Valérie Pécresse en Île-de-France. Une victoire donc nette de la droite contre la gauche. Alors, selon certaines estimations, on aurait 44% pour Valérie Pécresse contre 41% pour Claude Barthelone. Et puis, dernière réaction, celle de François Fillon du parti Les Républicains, l'ancien Premier ministre, qui a qualifié ce résultat de sursaut, qui est donc un réconfort. Mais selon lui, eh bien, cela n'efface pas le 6 décembre, le baromètre de l'opinion du pays, ce sur quoi il faut un débat, ce qu'il a réclamé de nombreuses fois, donc avec en vue la primaire pour les présidentielles de 2017. Merci Léa, vous restez avec nous évidemment dès qu'il y a des réactions ou des tendances affinées pour les régions où c'est encore incertain. Qu'est-ce que ça dit, Denis Charbit et Edouard Sapir, de cette France finalement, ce scrutin? Parce que la semaine dernière, tous les regards du monde entier étaient braqués sur la France avec un Front National, premier parti, peut-être en train de remporter plusieurs régions après les attentats. Donc on se disait, voilà, la France, il y a un basculement qui s'opère. Et là, ce soir, forte mobilisation des électeurs et le Front National battu, ça dit quoi? Alors, ça veut dire deux choses. La première, c'est la stabilité du système électoral. C'est-à-dire que ce système du scrutin majoritaire à deux tours permet effectivement, comme le voulait la logique voulue par le général de Gaulle en 1958, de permettre toutes les opinions de s'exprimer au premier tour, y compris des votes de protestation, alors que le second tour est un vote de rassemblement. Et là, par rapport à un parti qui apparaît encore trop englué dans son passé, eh bien, un sursaut, comme l'ont noté à peu près tous les ténors politiques de gauche comme de droite. Donc, premièrement, je dirais un billet de satisfaction pour ce système électoral qui permet effectivement de couper de couper le droite aux extrémismes et notamment ici le Front National. Deuxième chose, deuxième enseignement à tirer, effectivement, ce sursaut républicain de la population française, notamment des jeunes. On s'est précipité dans les bureaux de vote pour des procurations. On a senti qu'il fallait barrer la route au Front National. Le pari est réussi. Il y a là une mobilisation, non pas une mobilisation traditionnelle par des manifestations comme le 11 janvier, là une mobilisation par le vote secret dans l'isoloir, mais la détermination de ne pas, je dirais, ajouter aux maux de la France qui ont été très durs pour cette année 2015, les bilans vont le montrer d'ici quelques jours, qu'on ne va pas ajouter le mal d'une France qui serait politiquement ingérable. Alors, tout n'est pas encore effacé, les problèmes sont encore devant la France et les Français, mais il y a quand même, aujourd'hui, les Français peuvent aller se coucher rassurés en se disant qu'ils ont un système politique et ils ont un réflexe politique qui les préserve d'une chute. C'est-à-dire qu'en gros, cela veut dire que même les attentats, et je n'ai pas cessé d'être sollicité pour expliquer le vote par les attentats, eh bien tous ceux qui ont pensé que ce sont les attentats qui ont fait le vote de Marine Le Pen comprennent
que finalement ce n'est pas cela. C'est-à-dire que on ne transforme pas une culture politique du jour au lendemain. Des gens qui sont républicains, qu'ils soient de gauche ou de droite, qui peuvent être parfois, comment dirais-je, irrités par le comportement de leurs élites politiques, quand elles voient un danger se profiler, et là le danger était quand même plus concret, parce que comme on l'a dit, disposer de la présence d'une région, c'est pas une victoire symbolique, c'est quelque chose de très significatif. Eh bien, à ce moment-là, on sait mettre de côté nos colères, nos irritations, nos emportements, nos déceptions, pour se dire, là, il y a un devoir à faire. Si la France doit être sauvée, elle le sera par la France républicaine, qu'elle soit de gauche ou qu'elle soit de droite. Elle ne peut pas l'être ni par l'islamisme radical et le djihadisme, etc., et ceux qui sont, on va dire, tolérants vis-à-vis de ces deux menaces, mais elle ne le sera pas non plus par le Front National. Et je pense que là, il y a vraiment une leçon importante, même si, comme on le dit souvent, le Front National pose des problèmes, il dit des choses tout haut que les gens pensent tout bas. En même temps, lorsqu'il s'agit de solutions, ce n'est pas la voie de la France. Ce serait isoler un peu plus la France dans le monde, ce serait lui poser d'énormes problèmes sur le plan économique, et ce serait renouer avec une page sombre de son histoire. Dans Sapir. Oui, alors cette division de la France entre les républicains, d'une part, que ce soit de droite ou de gauche, et les électeurs du Front National, d'autre part, elle est tout à fait intelligible. En même temps, elle a certaines limites, parce que parmi les républicains, il y a aussi des gens qui sont tout à fait excédés par la classe politique actuelle, qui sont dans des situations sociales d'une grande détresse, et qui veulent aussi exprimer une voix qui essaie de la contestation de la classe politique actuelle et d'une certaine connivence peut-être entre les différents partis, en tout cas d'un manque de visibilité idéologique et politique, parce qu'on considère, eh bien, par exemple, que la politique économique menée par le gouvernement actuel, finalement, est très peu différente. C'est vrai, une politique économique qui met l'accent sur l'offre plutôt que sur la demande, c'est plutôt une politique économique de droite plutôt que de gauche. Donc où est la différence ? Et là-dessus, on rajoute le fait que les autorités nationales ont beaucoup moins de prérogatives qu'auparavant, du fait de la mondialisation de l'économie et du fait de la construction européenne. Donc on a, encore une fois, un peuple français qui est assez largement privé de repères, on va dire, et dans ce contexte-là, lorsque, suite aux attentats du 13 novembre, le gouvernement actuel, le pouvoir en place, la gauche, François Hollande, Manuel Valls, n'ont que les mots de patrie, de nation, dans la bouche, et que un petit peu partout dans le pays, on agite des drapeaux tricolores, qu'on soit de gauche ou de droite, et qu'on entonne la Marseillaise d'une manière parfois tout à fait spontanée et émouvante, eh bien là, oui, on retire peut-être un argument électoral de poids au Front National, et ce qui n'était pas visible il y a une semaine le devient tout à fait aujourd'hui. C'est que peut-être que l'expression de ce vote, de ce second tour, c'est que les Français ont dit: nous sommes des patriotes, nous sommes des Français et fiers de l'être et heureux de l'être, et le Front National n'a pas le monopole de cette thématique. C'est peut-être ce qu'ont compris Manuel Valls et François Hollande, c'est peut-être aussi ce qui explique le fait que la gauche, on l'a dit tout à l'heure, alors qu'elle était dans une très très mauvaise passe et que le bilan du gouvernement était très peu apprécié par la grande majorité des Français, eh ben on a malgré tout une gauche qui est en passe, encore une fois, de sauver à peu près la moitié des régions. Oui, ça va donner effectivement une victoire assez partagée. Je voudrais qu'on rejoigne d'abord Christian Mallard avant de faire un nouveau point sur les résultats et les dernières réactions avec Léa Berdugo. Christian Mallard, qui est en direct avec nous depuis Paris. Bonsoir Christian. Vous avez suivi cette soirée depuis Paris. C'est vrai qu'on a un retournement de tendance assez spectaculaire par rapport à la semaine dernière. Je crois que la situation, en étant prudent, peut se résumer de la façon suivante. C'est une défaite humiliante pour le Front National, qui espérait quand même gagner peut-être 3 régions et qui n'en gagne aucune.
Monsieur Cambadélis, le porte-parole du Parti socialiste, disait tout à l'heure qu'il était très satisfait. En effet, le Parti socialiste a fait une très bonne résistance. Il a quand même 5 régions, même si à l'instant on vient de nous confirmer d'après différents instituts de sondage que Madame Pécresse du Parti républicain de Nicolas Sarkozy l'avait emporté face à Claude Bartolone du Parti socialiste. C'est pratiquement confirmé par tous les instituts de sondage. Donc ça, c'est une grande victoire pour les Républicains. Mais globalement, les Républicains, pour l'instant, ont 6 régions. Il ne reste plus que la Normandie, où on est vraiment à égalité entre M. Morin et son adversaire socialiste. Donc globalement, la gauche, le Parti socialiste a des raisons de se montrer satisfait, comme le disait Cambadélis tout à l'heure, d'avoir fait une très bonne résistance. La droite a 6 régions, dont la plus grande maintenant, si c'est bien confirmé, l'Île-de-France, bien entendu. Et puis le Front National, c'est la grande claque, c'est la grande défaite. Et ça, sans doute, Mme Le Pen ne s'y attendait pas. Donc je crois que maintenant, il y a toutes les chances pour qu'on entende demain matin Mme Le Pen attaquer à nouveau et dire regardez ce qui s'est passé entre l'UMP, enfin ce qu'elle appelle l'UMPS, en disant ils ne veulent pas du Front National. C'est peut-être le discours qu'elle a commencé à tenir ce soir ou qu'elle tiendra demain, une fois qu'elle aura réuni son état-major. Merci Christian Mallard, donc en direct de Paris pour cette analyse, donc effectivement à propos de ces résultats. Des réactions, Léa Berdugo, par exemple celle de Florian Philippot, battu dans l'Est. Exactement, perdant du Front National dans le Grand Est. Il déclare « Nous marquons ce soir la victoire, nous manquons ce soir la victoire, mais nous sommes à un plus haut historique et c'est une source d'espoir profond. » Alors, il adopte un peu le même discours que Marine Le Pen, on l'a entendu un peu plus tôt, en disant que si la démocratie avait été respectée, eh bien le parti qu'il représente aurait remporté le scrutin. On a donc cette même dénonciation du système et cet abandon de liste qui a été le cas par le Parti socialiste dans ces 2 régions, un non-respect de la démocratie. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que si le Front National n'a pas remporté de région aujourd'hui, il a tout de même une réserve de voix en France pour le moment. Oui, c'est vrai qu'il est... Ça reste un Français sur 4 ou un Français sur 3. Enfin, on est quand même, de ce point de vue-là, il y a clairement... Il progresse à chaque élection. Il progresse à chaque élection. Il a élargi sa palette sociale, sa palette idéologique. Il a réussi... Je crois que la vraie révolution, et en ce sens, c'est vrai que l'explication par les attentats du mois de novembre me paraissait étriquée et étroite. Il pénètre aujourd'hui des secteurs de la société française qui étaient jusque-là complètement préservés. Des gens de la fonction publique, de l'éducation nationale, je veux dire, n'auraient jamais conçu de voter pour le Front National il y a 5 ou 10 ans ou il y a 15 ans. On disait, les retraités, c'était la noblesse ou ce qu'il en reste, c'était un carteron d'antisémites, c'était bien sûr la classe ouvrière, on votait plus communiste puisqu'il n'y avait plus de parti communiste, mais il y avait encore des secteurs qui en étaient complètement préservés. Or aujourd'hui, cela va un peu plus. Alors, la vraie question qui se pose, elle reste toujours la même. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ces électeurs du Front National ? Est-ce qu'on doit considérer qu'il faut les distinguer ? Ce sont des, comment dirais-je, des électeurs qui ne savent pas ce qu'ils font et donc les disculper en quelque sorte ? Ou bien faut-il les blâmer, les responsabiliser, leur dire vous décidez envers et contre tout de voter pour un parti qui n'a pas sa place dans l'état actuel des choses, qui n'a pas sa place dans le concert politique d'un État républicain et démocratique. Je crois que cette question-là mérite encore d'être posée. Je pense que la tendance de la droite sera, on l'a vu en tout cas avec Nicolas Sarkozy, sera essayer de dissocier entre les électeurs et le parti, quitte à récupérer des thèmes. Le discours de la gauche sera plutôt tendance à vouer tout cela aux gémonies en disant on ne fait pas de quartier, on ne fait pas de concessions, de compromis. Cela ne dispense ni les uns ni les autres d'essayer de répondre à cet appel-là, dans la mesure où il me semble, et en ce sens, c'est vrai que c'est un défi, si on admet cette hypothèse-là de travail, en vertu de laquelle le problème des électeurs du Front National aujourd'hui, ce n'est pas
que les musulmans, les étrangers, les immigrés, les réfugiés, mais c'est également la détresse sociale dans laquelle ils sont plongés depuis des décennies. Là, ça demande, et en ce sens, on peut réfléchir sur la bonne stratégie à avoir, parce que si c'est effectivement la détresse sociale qui est le facteur principal de leur vote en faveur du Front National, ça demande une autre considération que si c'était purement et simplement du racisme, de l'antisémitisme, de la xénophobie, en quel cas, effectivement, on peut congédier et les électeurs et le parti. C'est pas seulement une question sociale, c'est aussi une question, et ça a été, c'est un terme qui est revenu dans la bouche de Marine Le Pen, mais pas seulement, dans celle de Nicolas Sarkozy également, une crise identitaire, parce qu'encore une fois, on l'a évoqué tout à l'heure, on a une France qui est en phase, je dirais pas de démantèlement, mais dont les principales prérogatives en termes de souveraineté sont remises en cause par les grandes tendances mondiales, la mondialisation, par la construction européenne. Et donc, on a l'impression que les Français, qui sont un peuple pour qui la chose politique est une chose très importante, la Révolution française, depuis la Révolution française, enfin, c'est l'État en France et la souveraineté nationale en France, ce sont des choses sacro-saintes. Et là, on a l'impression depuis plusieurs années déjà, que ces choses sacro-saintes, les Français en sont privés. Et c'est ce qui explique, à mon sens en tout cas, une raison du succès du Front National qui, lui, insiste sans cesse sur ce genre de thème. Le retour de la souveraineté nationale, le retour, la sortie de l'euro, la défense des frontières, etc. Et ça, ce sont des thématiques auxquelles beaucoup de Français, et qui ne sont pas loin sans faute tous des nostalgiques de Vichy ou de l'Algérie française ou de je ne sais quoi encore, ce sont des thématiques auxquelles beaucoup de Français tiennent. Et encore une fois, dans un pays où c'est l'État qui a construit la nation, qui a précédé la nation, lorsqu'il y a plus d'État ou moins d'État, la nation, elle est en crise. Ouais. Alors on va écouter des réactions encore qui sont parvenues de la part de candidats, et notamment de celui qui a battu Marine Le Pen dans le Nord, Pas-de-Calais, Picardie. C'est Xavier Bertrand, les Républicains, ancien ministre, qu'on avait vu très en colère la semaine dernière contre Nicolas Sarkozy. Voici sa réaction ce soir. Ici, les Français ont donné une leçon de rassemblement, de courage et d'honneur aux dirigeants politiques. L'histoire retiendra que c'est ici que nous avons stoppé la progression du Front National. Oui. Alors voilà pour Xavier Bertrand, donc nouveau président de cette région Nord, Pas-de-Calais, Picardie, après avoir battu assez largement Marine Le Pen. Voici aussi la réaction tout à l'heure de Nicolas Sarkozy, le président des Républicains, celui dont plusieurs candidats ne voulaient pas dans les meetings de l'entre-deux tours. Voici comment il a réagi. Ce serait une grave erreur de passer, comme trop souvent, d'une élection à une autre, comme si les Français ne nous avaient rien dit. L'unité dans la famille des Républicains, l'union avec le centre, le refus de toute compromission avec les extrêmes ont permis ces résultats. Ces principes doivent rester les nôtres dans l'avenir. Okay. Voilà donc cette réaction de Nicolas Sarkozy. On est presque au terme de cette édition spéciale consacrée donc au second tour des élections régionales. On va récapituler d'abord les résultats avant d'apporter évidemment un mot de conclusion, même si il y a encore évidemment des petites incertitudes sur le chiffre définitif. En tout cas pour l'Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine, vous voyez à l'écran, là c'est clair et net. Victoire de Philippe Richert pour les Républicains face à Florian Philippot du Front National qui était pourtant en tête au premier tour. 47% pour la droite, 37% pour le FN et 15% donc pour la liste de gauche de Jean-Pierre Masseret, ex-socialiste. Il sera sans doute exclu. Léa Berdugo, c'est sans doute la sanction qui l'attend, puisqu'il a décidé de se maintenir. Il s'est maintenu contre l'avis à Solferino. Il s'est maintenu donc dans cette région, mais il y aura toujours des représentants de la gauche dans cette région, ce qu'il va mettre en avant, bien sûr, au lendemain. Et cela a été une critique de certains responsables politiques quant au retrait de ces listes pour faire barrage au Front National. Alors, autre région avec un résultat là sensiblement différent. D'ailleurs, Aquitaine, Limousin, Poitou, Charente, avec là bien la victoire de la gauche. Alain Rousset, Parti socialiste, qui s'impose là aussi face à Virginie Calmès. Là, le FN est en retrait, Léa. Exactement, 43% pour Alain Rousset, 33% pour Virginie Calmès. Une région traditionnellement à gauche, donc Virginie Calmès l'a protégée d'Alain Juppé. Alain Rousset qui conserve la région. Donc, c'est ce qu'on
peut dire actuellement, même si Alain Juppé s'est exprimé tout de suite après les résultats ce soir. Allez, on passe à l'Auvergne maintenant, Auvergne et Rhône-Alpes. Là, c'est la droite qui l'emporte. Laurent Wauquiez, les Républicains. Là aussi, le Front National est en 3e position et c'est Jean-Jacques Queyranne qui représentait le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts et le Front de Gauche. Donc liste unie à gauche, là, mais battue donc par la droite qui s'impose là en Auvergne et Rhône-Alpes. On passe maintenant à la Bourgogne-Franche-Comté. Là, ça a été très serré, Léa Berdugo. Oui, jusqu'au dernier moment, on ne savait pas qui avait gagné la région. Eh bien, c'est la liste unie à gauche qui a gagné. Marie-Quitte Dufray face à François Sauvadet, entre l'union, entre le centre et les Républicains pour la droite face au Front National qui tient tout de même un score de 31%. Une liste donc extrêmement serrée pour ce second tour. On va passer plus rapidement sur la Bretagne, car là, la victoire était annoncée et nette, d'ailleurs, pour Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, pour le Parti Socialiste, 50%. Donc là aussi, pas de problème pour le ministre donc, du gouvernement Valls. Centre maintenant, Centre Val-de-Loire, là aussi, victoire de justesse pour la gauche. Exactement, François Bonneau qui remporte avec 35% des voix face à l'alliance entre le centre et les Républicains et le Front National qui se maintient encore à 30%. Donc une victoire très serrée pour la gauche qui a au moins donc 5 ou 6 régions et avec un résultat en Normandie qui nous proviendrait maintenant. Hervé Morin serait en tête pour la droite et le centre, mais là encore rien de confirmé, nous verrons dans les prochaines minutes. Voilà, ça va être très serré effectivement pour cette région-là. On va passer plus rapidement sur la Corse avec un schéma un peu particulier. Là, ce sont les listes nationalistes qui s'imposent, mais il y avait là une quadrangulaire. C'était une situation complètement différente. Voilà. C'était un cas unique et les nationalistes qui remportent donc la région face à Paul Giacobbi, donc alliance de la gauche. Ensuite, les Républicains et le Front National qui était assez minoritaire avec 8% des suffrages exprimés. Ce qui est tradition évidemment en Corse où le Front National n'a pas réussi à s'implanter. C'est un des rares exemples d'ailleurs en France. L'Île-de-France, là c'est un résultat donc, qu'on vous donnait il y a quelques minutes et ça a été très serré aussi, encore au conditionnel, mais c'est quasiment confirmé. Oui, c'est encore maintenant. Provisoire, mais Valérie Pécresse serait en tête avec 44% des voix face à Claude Barthelone et le Front National aux alentours de 13 ou 14%. Tout dépend des sondages. Cela constituerait donc un échec pour la gauche au niveau régional évidemment, mais au niveau national surtout pour le gouvernement. Allez, on va voir les deux autres régions phares de cette soirée. Nord-Pas-de-Calais, donc on a entendu à la réaction de Xavier Bertrand, victoire très nette, 57%, 42% pour Marine Le Pen, qui était pourtant en tête au premier tour et qui pensait peut-être avoir des chances de l'emporter. Mais là aussi, donc c'est la droite qui l'emporte, tout comme en Provence-Alpes-Côte d'Azur, où Christian Estrosi, qui a d'ailleurs réagi en se félicitant et en disant qu'il allait préserver cet esprit de résistance, s'impose face à Marion Maréchal Le Pen, 54 à 45% donc pour Marion Maréchal Le Pen qui est battue là aussi. C'était le plus gros score du FN dans cette région. On en a terminé. Merci Denis Charbit. Vous pensez que 2017 est déjà lancé là dès ce soir? Je crois qu'il est déjà lancé, mais je dirais qu'entre-temps, les régions qui seront les plus intéressantes, c'est les régions où il y a effectivement les trois partis qui sont à peu près à un tiers des voix. Comment vont-elles être dirigées? Est-ce qu'il y aura une alliance entre la gauche et la droite? Qu'est-ce que ça va donner politiquement? De ce point de vue-là, il y a quelque chose d'intéressant qui peut préfigurer la suite. Merci Denis Charbit. Une autre édition spéciale vous attend dans un instant consacrée à ces élections avec Daniel Atlan. Merci à vous d'être venus, Dror Even Sapir et Léa Berdugo qu'on va retrouver dans un instant. Merci à vous. À tout de suite pour un nouveau point sur ces élections.